Bienvenue sur Capsule, le podcast d'Oralcap qui vous plonge au cœur de l'entrepreneuriat en dentisterie. Ici, on va parler de défis, d'innovation, d'échecs et de réussites, mais surtout d'histoires. Les histoires de celles et ceux qui transforment votre quotidien et qui bouleversent l'organisation de votre cabinet. Imaginez-vous à l'époque du dentiste qui a découvert l'anesthésie ou de celui qui a modernisé la roulette. Ces pionniers seront à portée de voix. Alors tendez l'oreille, qui sait, mon invité d'aujourd'hui pourrait bien être l'un d'entre eux. Je suis Charles Faroche, chirurgien dentiste et fondateur d'Oralcap. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, Simon Atlan, chirurgien dentiste et cofondateur d'une solution de télésecrétariat assistée par intelligence artificielle, Recept AI. Salut Simon, je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode de Capsule. On va parler télésecrétariat, dentisterie, Recept. Est-ce qu'on peut commencer par une courte présentation ? Moi, j'aimerais bien savoir d'où tu viens. Quelle fac tu fais, si tu exerces, comment tu exerces, quel type d'activité tu as aujourd'hui. Tout d'abord, merci Charles pour ton invitation. Moi, j'ai été diplômé de la faculté de Paris 5. J'ai une activité aujourd'hui qui est de l'omnipratique, c'est-à-dire que je fais un peu de tout, de l'endo, de l'implanto. J'aime bien toucher à tout dans la dentisterie. Rappelle-moi le reste des questions. Non, il n'y a pas vraiment de reste de questions. Donc, tu fais un petit peu tout. Tu es diplômé de Paris. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est l'AP-HP, là-bas, le service public, c'est ça ? C'est ça. J'étais à l'hôpital à Créteil. Donc, j'ai passé 3-4 ans là-bas. C'est plutôt bien passé. J'ai été attaché 2 ans ensuite en paro dans cet hôpital. Et aujourd'hui, je prends du temps pour faire des formations parce que j'aime bien apprendre. J'aime bien être au contact de praticiens expérimentés, prendre le maximum de choses. T'es jeune là, t'as quel âge ? J'ai 33 ans. 33 ans. Donc tu sors de la fac il y a combien de temps ? Je termine ma D2 à 23 ans. Donc je commence à travailler direct en remplat, en collab chez plusieurs dentistes. Je passe ma thèse en 2016. Je continue les collabs. Je monte mon cabinet en 2021 dans le 77, dans une zone qui se transforme assez rapidement en ce qu'on pourrait presque appeler un désert médical. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 4 dentistes pour 40 000 habitants et où je suis confronté à ce qu'on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire aux problèmes de secrétariat, aux problèmes de téléphone, aux problèmes de patients qui n'arrivent pas à nous joindre et qui sont très mécontents. Ouais. Donc tu vis à Paris, tu exerces en dehors de Paris, tu fais presque un petit peu le chemin inverse de ce que tous les Parisiens vivent. Mais en gros, c'est l'accès aux soins, ce que tu matérialises. Là, les premières difficultés que tu ressens, c'est ça. C'est en gros la détresse un petit peu des patients qui te disent « Ah, super content de vous trouver docteur parce qu'en fait, les options, nous, c'est zéro. » quoi. Donc tu quittes Paris, un endroit surdoté et archi-surdoté pour t'installer dans une zone beaucoup plus sous-dotée. C'est ça le premier... En fait, dans mes collaborations, j'ai travaillé quand même en banlieue parisienne, mais assez proche de Paris, dans des zones où j'ai senti quand même une certaine concurrence, une certaine méfiance des patients, c'est-à-dire qu'ils allaient comparer les devis, allaient faire un petit peu tout ça, et je me suis écarté. J'ai été dans un endroit un petit peu plus isolé, un petit peu plus tranquille, où j'ai des patients qui sont vraiment reconnaissants qu'on soit présent et qu'on peut soigner franchement avec un confort qui est incroyable. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un confort absolument incroyable, parce que cette tension-là, tout le monde la ressent quand même, hein, et d'ailleurs, ça crée une espèce de... Ça a un côté un petit peu malsain quand même. Quand t'es là pour soigner et que tu soignes, te dire que tu rentres un petit peu en concurrence avec des confrères et des consoeurs qui sont sur le secteur, ça a un côté un peu particulier, quoi, parce que ça oblige un petit peu à se redéfinir dans la manière de se mettre en avant vis-à-dire de ses confrères. Et ça, c'est un peu déstabilisant, c'est ça ? C'est un peu ce que tu fuis en partant... Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Moi, je préfère avoir des très bonnes relations avec les confrères qui sont autour, ce que j'ai actuellement. Et voilà, on n'hésite pas à s'adresser des patients pour... on a un hôpital chez qui on envoie les dents de sagesse, par exemple, avec des stomatos avec qui on a l'habitude de travailler. Donc, je préfère avoir cette relation-là plutôt que la relation où le patient vient avec son devis, montrez-moi ce que vous pouvez me faire, quoi. Et c'est ça que j'ai fui en fuyant Paris. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on pourrait appeler de la consommation de soins un petit peu plus que du soin, en fait. C'est un petit peu la génération Doctolib, si tu veux. C'est-à-dire que les patients, il prend rendez-vous chez 4 dentistes et il va chez 2 et il compare les 2 et il choisit ça. C'est dingue. Moi, je suis à Lyon, tu vois, et quand j'entends ça, même moi, ça me fait un peu délirer. Et pourtant, c'est une ville comme Lyon, tu vois. Alors que Paris, ça a toujours eu
ce côté un peu exceptionnel quand même d'être un écosystème unique, quoi. Il se passe des trucs à Paris qui peuvent se passer nulle part ailleurs en France, quoi. Et typiquement, ce que tu décris là, moi, c'est pas quelque chose que je ressens, même avec les confrères lyonnais qui sont, je dirais, lyonnais intramuros, tu vois. C'est pas une attitude qu'on ressent. Mais par contre, le stress que tu ressens en disant, effectivement, j'aime pas ce rapport avec les patients où j'ai l'impression qu'ils sont là comme ils vont chez le garagiste, même si ça s'entend aussi côté patient, hein, tu vois, de se dire, mais attends, ça coûte quand même une fortune, je suis obligé de raisonner par le prix, c'est toujours un peu délicat. Tu parlais de formation tout à l'heure, 33 ans, tu es encore jeune, mais ça fait déjà quasiment 10 ans du coup que tu es en exercice. On a discuté un petit peu avant ce podcast, tu m'as dit que tu formais aussi, toi, tu étais aussi formateur, c'est ça? Je travaille avec IDI, qui est une marque d'implantologie, et ils font des formations qui s'appellent l'AIO. C'est une semaine de formation intensive d'implantologie. Effectivement, je donne des cours et je suis tuteur en implanto avec eux. C'est hyper intéressant ça. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir à quel moment est-ce qu'on pouvait se revendiquer un petit peu crédible de devenir formateur. Tu vois, moi, c'est une question que j'ai toujours en fond, c'est de me dire, moi, j'apprends un peu de mes pairs et je me dis à quel moment est-ce que je suis en capacité d'enseigner, quoi. À quel moment est-ce que je suis suffisamment qualifié ou capé pour me dire je dois partager un petit peu là où j'en suis dans la compréhension. Toi, c'est un truc que tu as tout de suite fait ou est-ce que c'est récent cette formation? Si tu veux, ça me plaisait déjà quand j'étais attaché en paro à l'hôpital, donc j'avais tout de suite cette idée de partager un petit peu ce que je savais, bien que je ne sais pas tout évidemment, tu vois, mais j'avais cette idée de transmettre assez rapidement et en implanto, j'ai fait un DU d'implanto, de pré-implanto aussi. Et du coup, j'ai voulu transmettre tout ça, le peu que j'arrive à transmettre, mais je me dis que c'est déjà pas mal. Et pour débuter dans l'implanto, je trouve que l'AIO, la formation que propose IDI, elle est super. Et je suis content d'y participer. Ouais. En fait, la formation au sens large, hein, après c'est peut-être un travers un peu français que je vois moins quand tu regardes un petit peu ce que font les États-Unis, mais t'as pas besoin d'être une star absolue dans un domaine absolument niché pour avoir des choses à raconter sur ton exercice. Et c'est ça la beauté, je trouve, de ce qu'on fait nous en tant que chirurgien dentiste, c'est de se dire en fait à tout moment on a des choses à partager, du recul, de la perspective aussi à prendre sur notre exercice, que ce soit clinique ou extra-clinique, et on en parlera après, mais c'est un des sujets quand même qui fait que tu es là aujourd'hui. C'est la gestion de tout cet environnement extra-clinique. Et du coup, pour basculer sur le côté télésecrétariat, c'est le premier problème que tu rencontres quand tu t'installes dans ton désert médical. C'est ça, c'est de te dire c'est quoi l'enjeu extra-clinique en fait de la découverte de ta pratique, quoi. C'est quoi le premier problème auquel tu te trouves confronté? Alors, il y a eu d'autres problèmes, j'imagine, mais ce problème de téléphonie et de patients qui appelaient auxquels on n'arrivait pas à répondre, ça a quand même été un gros coup parce qu'on a été jusqu'à nous mettre des avis sur Google, 1 étoile, j'ai appelé 33 fois le cabinet, personne ne répond. Et si tu veux, quand un patient appelle et qu'il ne répond pas, ça l'énerve, il réessaye de rappeler tout de suite mais personne ne répond vu que ça répondait pas il y a 2 minutes. Et du coup ça fait un petit peu un effet de boule de neige, il arrive au cabinet énervé. On avait des patients un petit peu plus agressifs, je pense, que ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas ça c'est sûr. Et du coup plus de stress, un travail peut-être moins bon, enfin tout ça, ça a entraîné qu'on était moins heureux d'aller venir au cabinet, moins content d'aller au cabinet. Et si tu veux, je me lève le matin, je veux être content d'aller travailler et je veux pas avoir ce stress en plus. Et effectivement, en fait, si tu veux, quand on a monté le cabinet, on s'est retrouvé très rapidement, comme je te disais, il y a des dentistes qui ont pris leur retraite autour et on était 4 dentistes pour 40 000 habitants, ce qui est à peu près 7 fois moins que la densité habituelle en France. Et donc des dentistes qui prennent leur retraite, c'est des patients qui cherchent un nouveau dentiste et donc qui appellent et qui s'ils te font pas de réponse, soit ils vont dans un autre cabinet mais il n'y avait pas forcément le cas autour, soit ils s'énervent. C'est intéressant parce que dans un épisode précédent, j'avais quelqu'un qu'on pourrait qualifier de vieux dentiste, et qui nous racontait un tout petit peu l'exercice quand il a démarré sa carrière, qui n'avait absolument rien à voir avec les conditions d'exercice dans lesquelles on se trouve actuellement.
cette hyper-exigence administrative qu'on découvre un petit peu malgré nous quand on est lancé en fait dans l'écosystème dentisterie, il est pesant. Tout à l'heure, tu parlais des patients qui laissent des avis directs comme ça alors qu'en fait, tu n'as juste pas décroché. Donc, c'est quand même pas le... Enfin, tu vois, c'est pas le bout du monde, quoi. Tu as le droit de vivre. Cette hyper-exigence, on la retrouve un petit peu de manière transversale, hein, je dirais, dans toutes les formes au sein d'un cabinet. C'est aussi une des raisons qui a fait que tu te déplaces un peu à Melun. Tu trouves quand même des patients qui sont moins exigeants, ou alors est-ce que c'est une exigence qui est un peu différente ou pas? Comment tu distinguerais en gros le patient parisien du patient un peu extramuros? Il y a une différence ou pas déjà? Je pense pas dans la qualité des soins, il ne doit pas y avoir de différence. Non, bien sûr. Mais dans l'exigence du patient, tu vois, dans le fait de vouloir tout de suite. Est-ce que tu as senti une différence entre l'exercice un peu ou pas? Alors, mon expérience à Paris, elle s'est arrêtée il y a plusieurs années, donc je ne peux pas parler au nom des confrères parisiens, mais si tu veux, on a des patients qui comprennent qu'ils n'auront pas leur rendez-vous demain, tu vois. Donc, s'ils ont un rendez-vous la semaine prochaine, ils seront déjà très contents. Donc, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Parce qu'on est dans une zone où on a tellement de demandes, on essaye de prendre tout le monde. Les urgences, on ne refuse jamais une urgence, mais on fait le maximum. Et peut-être ce niveau d'exigence, je le vois là-dessus, quoi. Je le vois que ils acceptent d'attendre un petit peu plus, quoi. Il y a eu d'autres difficultés pour toi à l'installation? Par exemple, j'entends difficultés administratives, difficulté à prendre des décisions organisationnelles au sein de ton cabinet, difficulté à savoir à qui s'adresser, comptable, avocat, enfin tout ça. Est-ce que tout ça, t'as suivi un peu au fil de l'eau, t'as contacté 2-3 potes et puis tu t'es dit on y va, et puis ou alors comment? Si tu veux, à la fac, en tout cas où j'étais à Paris 5, on est très bien formé, je trouve, sur le dentaire. On sait faire des empreintes de folie, on sait faire des endos de molaires avec des MV2. J'avais même posé un implant à la fac, mais par contre, on m'a jamais appris ce que c'était une CELARL, on m'a jamais appris ce que c'était une SCM, on m'a jamais appris ce que c'est un BNC, tout ça. Donc, tu l'apprends un petit peu avec toutes ces épreuves. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par des experts comptables qui s'y connaissaient dans le domaine et qui m'ont bien aiguillé. Mais c'est un petit peu une chance que j'ai eue avec mes associés là-dessus. Ouais, c'est une chance, et en même temps... moi, je trouve pas ça normal qu'on soit laissé à la chance. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, t'as de la chance, moi, j'en ai peut-être pas eu autant. Il y a plein de confrères et de consoeurs qui en ont pas eu autant. Et d'ailleurs, sur le sujet de la comptabilité, on voit aussi beaucoup d'abus. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, sous couvert que les dentistes, en fait, si tu veux... ont des flux financiers importants ou représentent en tout cas une valeur marchande, vont abuser de ça et puis probablement exploiter un peu cette vulnérabilité des jeunes. À part l'expert comptable, il y a des difficultés matérielles. Est-ce que tu t'es retrouvé à surfinancer des trucs? Est-ce que non, t'as pas trop de... On s'est plutôt bien débrouillé. Et j'allais dire sur ce que tu disais à l'instant, heureusement que Oralcap est là maintenant pour nous aider. J'ai acheté une radio qui me plaît pas du tout. Je vais pas faire la mauvaise pub de la marque, mais on s'est retrouvé avec une panneau de qualité assez médiocre. Et ça, on l'a bien regretté. Mais sinon, on s'est pas trop fait avoir sur les fauteuils. On avait réussi à bien négocier ça. On a pris des fauteuils qui nous plaisaient. On avait, si tu veux, pour tout te dire, on est entré dans une maison médicale. Donc les travaux ont quand même été pas mal financés par la mairie, qui nous a bien aidés. Et du coup, on avait toute cette épine qui était retirée déjà. Ouais, mais ça, c'est incroyable. Hein. Mais si tu regardes un petit peu... moi, si tu veux, c'est bien d'avoir de la chance, c'est bien d'avoir de bons conseils aussi, mais moi, j'aime jamais trop réduire les bons conseils aux experts qu'on sollicite. Parce que si tu regardes à l'échelle d'un cabinet, le nombre d'experts à qui on va faire appel pour gérer notre structure, comptables, avocats, ça peut être des avocats en droit du travail, des fiscalistes, les industriels, de tous bords et de tous horizons, en gros, qui ont toujours forcément quelque chose à nous vendre. C'est aussi ce qu'on a fait chez Oralcap. T'en parlais tout à l'heure. On a créé une solution qui s'appelle DOM, pour Dental Office Management, et qui accompagne aujourd'hui un certain nombre de chirurgiens dentistes avec cette caution que le chirurgien dentiste dit, mais en fait, moi j'ai fait des erreurs, moi j'ai fait des choses bien, et puis aujourd'hui je vais les partager pour que ça puisse bénéficier, en fait, alors souvent aux jeunes chirurgiens dentistes et aux jeunes confrères, aux jeunes consoeurs, mais aussi à des
dentistes plus âgés, de 40 ou 45 années, 50 années, à qui on pose des questions parfois pour la première fois, et on se dit mais merde, il y avait un vide qu'on vient de matérialiser, que tu découvres un petit peu aujourd'hui, et puis bon bah voilà, on va t'accompagner, on va faire en sorte de t'aider un petit peu à propulser ça. Télésecrétariat, Recept AI, on en parlait tout à l'heure, j'ai envie qu'on revienne dessus parce que c'est quand même le sujet principal de notre échange. Comment ça débarque dans ta vie, ce truc-là? Donc toi, tu as matérialisé le problème, et ça, on en a parlé. Tu t'es retrouvé dans des cabinets où finalement, il y avait des patients qui étaient sans réponse à des besoins. Comment, toi, ça te tombe dessus? Je vais te raconter l'histoire parce qu'elle est assez sympa. Ariel, qui est aujourd'hui le CEO de Recept, c'est un ami depuis plusieurs années et c'est un habitué des dîners chez ma belle famille. Et un vendredi soir, on dîne comme d'habitude et il me dit « Simon, qu'est-ce que tu penses d'un secrétariat par intelligence artificielle dans le domaine de la santé? Est-ce que tu penses que dans le domaine dentaire, ça pourrait marcher ?» Et là, moi, j'ai en mémoire tous mes déboires de patients qui appelaient, qui étaient mécontents, de problèmes de téléphonie. Et je lui dis, mais c'est l'idée de l'année, Ariel. Là, on a quelque chose. Et je reste avec lui tout le repas. Je le lâche pas. Je lui dis, faut que je t'accompagne, faut que je t'aide. Et il était avec Mickaël à ce moment-là, qui est le CTO de Recept. Et je lui dis, faut que je vous rencontre, faut que je te rencontre Mickaël. Donc là, on est vendredi soir. Il me dit, on se voit dans 2 semaines, tranquille. Moi, j'ai du boulot et tout. Je lui dis, non, pas dans 2 semaines. On se voit demain ou après-demain. Finalement, on se voit le mercredi. Et si tu veux, le dimanche, ça y est, on a le pacte qui est signé sur une feuille de restaurant et l'aventure est lancée. C'est marrant, mais il y a plein de notions qui me viennent à l'esprit. Quand il parle d'intelligence artificielle, pour toi, à ce moment-là, ça veut déjà dire quelque chose ou ça veut rien dire? Alors, ça veut tout et rien dire, hein, parce que les préjugés que j'avais de l'intelligence artificielle à ce moment-là, ils ont été complètement chamboulés. Pour moi, c'était on allait créer quelque chose, modéliser de zéro et tout ça. Au final, c'est pas du tout ça ce qui a été fait, mais donc l'idée que j'avais de l'intelligence artificielle a changé, mais le résultat, il est tel que je l'espérais. Enfin, il va être tel que je l'espérais à ce moment-là. Donc en fait. Donc, tu as Ariel qui débarque. Clairement, tu es happé par l'idée. L'idée qui, à ce moment-là, n'est qu'un concept pas du tout matérialisé. Parce qu'en fait, toi, tu as probablement un flot d'idées, un flot de potentiel qui tombe, qui passe de part en part de ta tête dans tous les sens. Comment tu arrives à structurer un petit peu les premières versions de Recept? Parce qu'en fait, Ariel n'est pas dentiste, les autres associés ne sont pas dentistes, donc tu as cette casquette quand même d'expert métier. T'es comment là? Moi, à ce moment-là, je suis comme un fou. J'ai des idées qui viennent partout et c'est Mickaël qui est expert de l'IA, donc lui il est très carré et très droit où il sait où il veut aller. Donc il dit on va prioriser certaines choses. Et la première chose qu'on a fait, c'était une sorte de répondeur intelligent, c'est-à-dire que l'IA répondait, prenait la demande du patient. Il y avait une véritable conversation entre l'IA et le patient. C'était pas du tout taper 1 si vous avez mal, taper 2 si quoi que ce soit. C'était vraiment une discussion. Ça, c'était notre première version. On a travaillé pendant plusieurs mois sur les prompts, c'est-à-dire la façon dont l'IA va répondre, la façon dont l'IA va analyser les réponses du patient. Si tu veux, tu connais tous les motifs de consultation dans le dentaire. Tu vois, un patient qui appelle pour une pulpite, l'IA sait qu'il a une pulpite parce qu'on lui a appris ce que c'était une pulpite et c'est pas le même motif de consultation qu'un patient qui appelle parce qu'il a perdu sa couronne ou parce qu'il veut faire un son détartrage ou quoi que ce soit. Donc tout ça a été un boulot monstre au début qui a pris plusieurs mois et à cette époque-là, Ariel et Mika travaillaient encore dans leurs anciens jobs, donc c'était du temps qu'ils prenaient en plus. Moi, on se voyait le soir, le week-end, on a vraiment bossé énormément sur ça. Et ça doit être en octobre où on a commencé à le tester au cabinet. Donc, parce que, je veux dire, ça parle pas aux gens quand tu dis il y a des mois de taf. En fait, pour un dentiste lambda, il n'a pas la moindre idée. Et toi, tu l'as découvert à la dure, parce que tu as Mika et puis Ariel qui t'ont poussé dedans, qui t'ont probablement aidé à bien te structurer dans la manière d'aborder le sujet, parce que un des plus gros défis pour ces entreprises, c'est de réussir à mettre sous cloche, entre guillemets, l'ambition et toutes les idées qui viennent aux cliniciens.
Donc c'est un vrai luxe, et tu te rappelles, je te disais en ce sens que c'était vraiment super d'être bien épaulé et d'être bien accompagné. On se rend pas compte à quel point numériser ce qu'on a appris, c'est-à-dire passer de ce qu'on a dans la tête sur un format papier, c'est un vrai défi. Ça veut dire, tu es là, tu dis, mais en fait, une pulpite déjà, c'est quoi? Parce que moi, je sais faire, je sais la diagnostiquer, je sais la traiter, mais si on reprend les bases, c'est quoi? Et c'est quoi, tu vois, comment est-ce que je le fais exprimer à mon patient potentiel, tu vois? Et comment est-ce que je lui raconte, tu vois? Donc, il y a 150 000 questions à adresser. À ce moment-là, il n'y a pas un moment où tu te dis, mais en fait, c'est un travail qui est juste trop dingue pour qu'en fait, il puisse être adressé? Non, toi, t'avances, et puis, comment ça se passe? J'ai pas vraiment eu peur de ce travail-là parce que c'était quelque chose qui m'habitait vraiment. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais, je pensais à Recep. Le soir, je me couchais, je pensais à ça aussi. Donc, on était vraiment habité à ce moment-là et on l'est toujours, mais là, c'était vraiment le dur du boulot. Donc, on a vraiment fait peut-être, je sais pas, 1000, 2000 appels où on simulait tous les scénarios possibles à l'IA. On essayait de la pousser dans ses retranchements, de lui forcer de nous donner un rendez-vous alors qu'on lui avait dit de pas le faire et de lui forcer à nous dire... à nous donner un diagnostic, quoi, parce que l'IA, elle va poser les questions au patient pour lui faire son diagnostic ou pour l'imaginer, et elle doit surtout pas lui dire. C'est-à-dire qu'elle doit pas dire à Monsieur Dupont qui appelle parce qu'il a une pulpite, vous avez une pulpite, mais vous allez avoir un rendez-vous dans 3 semaines ou quoi que ce soit. Donc elle doit pas lui dire, elle doit le transmettre au cabinet, et donc on essayait de lui faire dire, mais alors j'ai quoi? Est-ce que c'est grave? Et bah aujourd'hui, on arrive à avoir une solution qui résiste. C'est génial. Non, je confirme pour l'avoir testé au cabinet, mais on se rend pas compte non plus, et c'est important de le préciser, qu'en fait, cette IA n'a pas autorité à se substituer au clinicien. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de lui faire dire à un patient, votre diagnostic, c'est ça à distance, tenez une ordonnance, quoi. Évidemment. Donc, ça reste un outil qui est mis au service du praticien pour ses patients, c'est ça? Alors, je te dirais même que c'est un outil qui est mis au service du personnel du cabinet. C'est-à-dire que on aime bien dire qu'on assiste les assistantes et les secrétaires, mais effectivement, l'IA ne va jamais donner un diagnostic, ne va jamais conseiller une prescription, ne va jamais donner un conseil médical ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, si le patient appelle, il dit « Est-ce que je peux prendre mon Doliprane? Est-ce que je peux prendre mon antibiotique ou quoi que ce soit ?» L'IA va transmettre le message au cabinet et le cabinet devra recontacter le patient. Mais l'IA ne peut pas se substituer au clinicien. D'accord. Donc, si je résume, en fait, c'est essentiellement un outil qui collecte de la donnée, qui permet de la formater pour qu'elle soit cliniquement utile en fait au praticien, pas simplement lui faire dire n'importe quoi, parce qu'on sait ce que c'est, hein, les patients appellent et puis quand je dis n'importe quoi, ils expriment avec leurs mots et puis leurs émotions en fait ce qu'ils ont ou ce qu'ils veulent. Toi, ton challenge, le principal challenge que tu avais, c'était de réussir à faire en sorte de poser les bonnes questions pour que ça puisse un petit peu t'aiguiller sur le type de rendez-vous que tu vas donner ou pas du tout? Si, évidemment, bien sûr. En fait, j'ai eu ce rôle dans le produit de le guider, en fait, de guider l'arborescence, le mécanisme des questions de l'IA. Et effectivement, en fait, un patient qui appelle et qui a une pulpite, on le saura directement et donc on peut lui donner un rendez-vous pour ça. Moi, je te le dis en exclusivité d'ailleurs aujourd'hui, l'IA va rappeler tous mes patients du lendemain ou dans 48 heures ou dans 72 heures pour leur dire monsieur, est-ce que vous confirmez votre rendez-vous avec Dr Atlan de demain ou de telle date? Génial. C'est génial. Moi, je pense en termes de service rendu, en fait, pour l'image de marque du cabinet, je trouve ça super sympa. Moi, ce qui m'a le plus séduit, c'est de me dire que je pouvais rendre service à mes patients quand c'est pas ouvert. Tu vois, parce que c'est toujours pareil. On dit toujours que les problèmes, ils arrivent quand on n'est pas là. Mais c'est vrai, quoi. Moi, c'est la semaine de Noël, la semaine où je suis en vacances, la nuit. Enfin, tu vois, t'as toujours un gamin qui s'est tapé la tête contre le fond de la piscine ou des trucs comme ça. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu proposes quand même, c'est de permettre à des patients d'avoir une première expression de leur problème instantanée, quoi. Ça veut dire, j'ai mon souci, j'attends pas que le docteur Atlan il soit disponible, je peux l'appeler, je peux la matérialiser, puis lui, dans la foulée, s'il peut mettre en place un système qui me permette d'obtenir une réponse rapidement. Ça pourrait être une évolution, ça, qu'on puisse voir apparaître, du style, je suis dans mon cabinet, j'ai un patient qui
qui appelle le samedi parce qu'il a une urgence de ce type-là, type trauma, tu vois. Donc ton IA, elle est déjà aujourd'hui capable théoriquement de faire la distinction dans le diagnostic, même si elle ne la matérialise pas côté patient, elle serait capable de me le dire. Est-ce qu'on pourrait imaginer une étape supplémentaire où en fait ça vient réguler mes urgences? C'est-à-dire que moi, en tant que chirurgien dentiste, je peux dire oui, je me porte garant pour cette IA, parce qu'en fait, la qualité des prompts, la qualité des algos, la qualité de tout ça derrière, c'est bon. Je l'autorise à dispenser des ordonnances pour moi. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu imagines un jour une IA capable de faire ça, à condition bien sûr que le praticien le valide? On est d'accord que tu as quand même des IA aujourd'hui qui conduisent des voitures automatiquement, donc j'ai du mal à imaginer tu vois, comment ça pourrait ne pas être vrai. Mais... On peut tout imaginer. Alors c'est pas dans la roadmap, c'est pas ce qu'on va faire tout de suite, parce que je pense que d'un point de vue légal, d'un point de vue autorisation, c'est très complexe et on a beaucoup de boulot encore sur tout ce qu'on a à faire. Mais pourquoi pas, hein, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Je sais que par exemple au SAMU, parfois certains médecins peuvent prescrire par téléphone des traitements, donc c'est pourquoi l'IA ne pourrait pas le faire à l'avenir. Ah mais complètement, et pourquoi pas en plus une IA, si tu veux, mise à disposition des praticiens, tu vois, c'est pas comme si... pour moi, c'est tout à fait comparable à une ligne de téléphone, comme à l'époque où le téléphone n'existait pas, se dire, mais attendez, on va faire confiance au téléphone pour communiquer. Tu vois, pour moi, on est sur des sujets qui sont de ce type-là. Hein, donc, surtout qu'on l'a pas dit, mais sur notre IA, on a une interface avec tout le transcript, toute la discussion qui est facilement traçable et trouvable, et donc c'est vrai qu'en lisant le transcript, on arrive à définir ce qu'a le patient, et donc pourquoi pas avoir un onglet à l'avenir, envoyer une prescription. Enfin, je te partage ça comme ça, mais parce que c'est vraiment le sentiment, je me dis, je me place du point de vue patient, c'est super de pouvoir exprimer mon problème, c'est déjà une première étape, mais quelque part, c'est pas une solution. À ce stade-là, c'est pas encore une solution. Donc ça vient fluidifier les parcours de soins. C'est clair que un Simon Atlan installé dans une zone sous-dotée, le simple fait de pouvoir mieux gérer ses prises de rendez-vous, c'est un bénéfice monstrueux en termes de proposition de valeur de soins. C'est-à-dire que tout de suite, tu vas pouvoir faire des soins qui sont plus utiles à la communauté que tu sers. Un patient à 3h du matin pourra prendre un rendez-vous en urgence. Et de la même façon, un patient à n'importe quelle heure de la journée, le week-end, le dimanche, qui annule son rendez-vous, pourra être remplacé par un autre patient qui appelle à ce moment-là, ou je veux dire un dimanche soir, vu qu'il y a un nouveau créneau qui sera disponible. Donc on permet une continuité des soins, et surtout d'éviter d'avoir des trous dans la journée aussi. Je trouve ça génial, moi, le rappel de patients pour leur demander s'ils sont disponibles. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi un rappel de patients pour savoir comment ça va? Alors bien sûr, prendre des nouvelles. Ça c'est quelque chose qu'on va rapidement mettre en place aussi. Après une chirurgie, après une endo compliquée, après n'importe quel soin, on pourra appeler le patient à 24, 48, 72 heures, juste pour savoir comment ça va, et qu'ils puissent discuter avec l'IA, et que l'IA transmette le message au cabinet. Franchement, je suis hyper impatient de voir même le comportement des patients vis-à-vis de ça, parce que peut-être que ça va perturber les anciennes générations, mais moi j'imagine demain recevoir un appel d'une IA pour prendre de mes nouvelles. En fait, entre pas d'appel et ça, ce qui est aujourd'hui le cas, hein. Moi j'ai pas un médecin ou un truc comme ça qui me rappelle le lendemain, tu vois, alors que là on pourrait presque l'automatiser. Ça donne quand même cette impression de continuer d'être suivi malgré tout, quoi, tu vois, et qu'on ne m'a pas lâché, tu vois, en dehors du traitement. Et ça, je trouve que c'est important, tu vois, en tant que patient, de pas associer forcément le médecin à l'instant de traitement dans lequel je me trouve, mais plutôt d'essayer d'avoir une relation un peu en dehors aussi, hein. Je trouve ça... Je suis complètement d'accord, et moi j'aurais bien aimé que mes assistantes puissent le faire, mais malheureusement on n'a pas le temps matériel pour faire ça. Et donc du coup l'IA qui a tout son temps et qui travaille. Et toi tu augmentes la proposition de valeur que tu as auprès de tes patients, enfin tu vois, c'est gagnant. On transforme un cabinet en cabinet premium, effectivement. Donc tu as tes défis, d'abord le premier défi dans Recept, c'est vraiment de réussir à faire les prompts, donc de réussir à éduquer en fait cette IA, réussir à l'accompagner, réussir à faire en sorte qu'elle soit cohérente et puis qu'elle soit bien cloisonnée, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas envie de faire tout un tas de trucs en dehors de ce que tu voudrais qu'elle fasse. Donc aujourd'hui ce défi-là, tu vas peut-être l'avoir un petit peu en fond et continuellement dans le... Mais comment tu dirais que... C'est quoi ton enjeu aujourd'hui chez Recept, toi, en tant que dentiste? Alors, comme tu viens de dire, mon rôle, il était d'une part le produit, c'est-à-dire le prompt et tout ça, mais j'ai aussi un rôle de
de mettre mon réseau pour Recept. C'est-à-dire que voilà, je connais pas mal de dentistes, j'ai fait pas mal de formations où j'ai rencontré du monde, je fais encore des formations où je rencontre encore du monde. Donc c'est ce qui me permet de pouvoir avoir un maximum de testeurs, un maximum d'utilisateurs, et ce qui nous permet de tester la solution dans des environnements différents en fait. C'était pas pareil dans mon cabinet que dans un centre à Marseille ou dans un cabinet à Lyon ou à la Réunion ou en Martinique. On travaille un petit peu partout aujourd'hui. Après, moi personnellement, ça m'a fait découvrir un nouveau métier. Je découvre des choses tous les jours. Je vis des expériences que j'aurais jamais imaginé vivre. D'ailleurs, je me retrouve ici avec toi. Je l'aurais jamais pensé pour être derrière ce micro aujourd'hui. Et je trouve ça assez passionnant. Je trouve que l'équipe avec Ariel, Mika, mais aussi Nico, elle est formidable. Et moi, je passe vraiment des bons moments et je trouve que l'aventure est super. Elle est juste incroyable. Hein. Mais en fait, ça souligne un petit peu ce côté entrepreneurial. Moi, je rencontre plein de dentistes, mais plein. Honnêtement, on ne se rend pas compte à quel point il y en a. Mais il y a plein de dentistes qui cherchent à sortir un peu de la clinique aussi. Toi, tu la quitterais aujourd'hui ou pas du tout, la clinique ? J'aime énormément mon métier, donc j'aurais du mal à te dire, ouais, j'arrête complètement. Donc, je ne pense pas que je pourrais quitter la clinique. Le rythme que j'ai aujourd'hui me convient parfaitement. J'ai des emplois du temps assez chargés, mais je prends du plaisir dans tous les domaines, que ce soit dans Recept avec les gars et que ce soit à la clinique, dans mon cabinet. Donc, je ne me verrai pas quitter ça et je pense que tant que je peux continuer comme ça, je continuerai. Mais c'est d'ailleurs entre autres choses, ce qui fait la difficulté des dentistes qui sont en première ligne pour constater un certain nombre d'opportunités industrielles, tu vois, sans que ce soit un gros mot, les difficultés de notre quotidien, que ce soit sur la gestion du secrétariat, on en parlait sur le côté administratif, surtout le côté extra-clinique, déjà qu'on a des défis cliniques au quotidien, si tu veux. C'est un peu la difficulté industrielle, je me place côté industriel, c'est de trouver des dentistes qui acceptent de s'investir et au-delà de l'investissement qui sont cohérents. Et à l'inverse, il n'y a pas un dentiste, moi j'ai jamais trop entendu de dentiste me dire j'arrêterai la clinique. Tu vois, il n'y en a pas un qui se dit je vais arrêter d'être dentiste. En fait, ils sont quand même là pour une raison, c'est de soigner. Allez, peut-être que j'en ai entendu un ou deux, mais tu vois, qui étaient en fin de carrière et puis qui s'étaient dit qu'ils voulaient bien changer. Mais fondamentalement, j'ai toujours des espèces de passionnés de la turbine quand même, quoi. Des mecs qui diraient non, je raccrocherai pas. Tu vois, et je te parle de ça, il y a des mecs qui pèsent quelques centaines de millions d'euros, il y en a d'autres qui pèsent beaucoup moins que ça. Ils sont tous pareils, tous à se dire le soin, ça reste quand même quelque chose qui me définit. Tu vois, et c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, chez Recept, ce qui t'a happé finalement quand tu parles avec Ariel ces 2-3 heures au départ, ça continue de t'animer tous les jours, quoi. Aujourd'hui, tu es toujours passionné par cette idée de télésecrétariat ou plus largement d'entrepreneuriat. Si demain il y avait d'autres aventures, tu continuerais d'autres aventures ou c'est Recept et puis ça s'arrêtera là? Alors pour l'instant c'est Recept parce que ça demande beaucoup de boulot. Ouais. Mais pourquoi pas, on sait pas de quoi demain est fait. Ouais, c'est ça, de quoi demain est fait et mais pour l'instant j'ai 100% Recept. Aujourd'hui, toi, si tu devais donner des arguments à des dentistes pour investir, ce seraient lesquels? Toi, tu es clinicien, tu es client, fondateur, cofondateur en tout cas de cette solution. Comment est-ce que tu chercherais à convaincre un dentiste d'investir dans une solution comme Recept? Tu saurais le faire? Tu le fais déjà? Est-ce que c'est... Alors, je le fais déjà dans le sens où j'ai convaincu pas mal d'amis à investir dans la boîte. Mon premier argument, c'est que moi-même, j'ai mis de l'argent dedans. Donc si ça marche, on sera tous contents. Ensuite, je pense que c'est un train à prendre. C'est-à-dire que on est vraiment en train de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir des agents conversationnels vraiment ennuyeux, vraiment compliqués, où il fallait taper 1, taper 2, ça plaisait à personne. Et aujourd'hui, on arrive à créer des IA conversationnelles, c'est-à-dire qu'on parle, on arrive à discuter, avoir une discussion comme on a toi et moi maintenant. Et là, il y a une véritable révolution, c'est-à-dire que ça fait qu'augmenter, ça fait que se fluidifier. On a une satisfaction qui est de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'on a, si tu veux, un tiers des patients qui remercient l'IA à la fin de la discussion. On a 85% des patients qui vont au bout de la discussion, qui continuent malgré le fait que ça soit une IA. Et je pense qu'en fluidifiant ça, en continuant à travailler ça, on va augmenter ces pourcentages-là. Et donc, je pense qu'il faut être aveugle pour pas y aller, quoi, si tu veux. Ouais, je suis entièrement... Ou
ou borné. Ouais. Mais parce que si tu regardes, en fait, moi je trouve ça... Enfin, je trouve ça incroyable à tel point qu'il y a des IA. Si tu savais pas que c'était une IA, je veux dire, tu parlerais à quelqu'un sans t'en rendre compte que ce serait pareil, quoi. Et l'avantage de cette IA, c'est que demain, tu as quelqu'un qui parle arabe, roumain, anglais, italien, russe ou n'importe quoi. Ben, en un clic, si tu veux, elle a changé de langue et c'est parti. Moi, je me suis retrouvé, je pense, comme tout le monde, un peu dans le comportement au départ, à dire s'il te plaît à ChatGPT aussi. Donc, tu vois, quand tu dis merci à l'IA, ça a un côté perturbant, mais en même temps, ça tend des pièges, quoi. En fait, hein. Il y a vraiment des IA qui sont exceptionnelles aujourd'hui, dont Recept. Je veux dire, quand tu appelles, tu as l'impression d'avoir quelqu'un en face de toi. Moi, j'ai pas l'impression, pour l'avoir testé, hein, j'ai pas eu l'impression à un moment donné d'avoir un robot, quoi. Enfin, une IA. Donc, ça a été tout notre travail de fond et on continue à bosser là-dessus parce qu'il y a encore des petites choses qu'on veut perfectionner. Ça s'arrêtera jamais. Et ça, ouais, c'est ça, ça va être de plus en plus fluide et le jour où les patients ne se rendront même plus compte qu'ils parlent à une IA, même si au début de la discussion, on prévient quand même qu'on est un agent virtuel, là, on aura gagné, quoi. Non, c'est une bonne chose. Et d'un point de vue patient, les premiers retours que tu as aujourd'hui, c'est quoi, toi ? T'en as des patients qui viennent et qui te disent c'est quoi ce truc je savais pas que vous aviez ça. Ou... Comment ça se passe, toi, aujourd'hui ? Alors, les patients, ils sont quand même satisfaits d'avoir quelqu'un qui leur répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que 10 patients peuvent appeler en même temps. La réponse va être la même pour tous. La même pour tous. Tout le monde va pouvoir parler avec notre IA. On a plutôt ce retour-là, la satisfaction d'avoir quelqu'un au bout de la ligne, surtout que la fonction que j'utilise pas mal au cabinet, le répondeur intelligent, c'est-à-dire qu'on a le motif de consultation qui est affiché sur l'interface, nos secrétaires qui rappellent direct. Du coup, ça fluidifie énormément le travail. Ensuite, on a eu quelques patients qui étaient quand même un petit peu interloqués, quoi, en disant mais je veux parler à un humain. Bien sûr. Mais au final, comme l'IA répond à la demande et transmet le message, ça passe, quoi. Donc, on n'a pas eu de patients qui s'énervent vraiment ou qui vient au cabinet furieux. Qu'est-ce que vous avez mis ? C'est pas arrivé, heureusement. Ouais, parce que c'est un nouvel enjeu, en fait, un nouvel outil. Il n'y a rien de tout rose, quoi. Il y a des patients, probablement, que ça peut un petit peu exciter de se dire il y a quelqu'un qui a décroché, mais c'est pas quelqu'un de suffisamment performant pour adresser mon besoin. Tu vois, alors que je demande pas la lune, je veux juste un rendez-vous pour X, Y, Z. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça a dû être un petit peu perturbant pour certains patients. Quand tu dis que tu as dû cloisonner l'IA, y avait des trucs aberrants qu'elle sortait, cette IA, ou... Enfin, tu vois, il y a eu des trucs un peu... J'ai un exemple assez marrant, c'est qu'on lui avait dit j'ai oublié mon appareil dans le cabinet, et elle a dit bougez pas, je vais aller le chercher. On a eu ça. Ça, c'était vraiment le truc le plus fou. C'est génial. Simon, je te remercie. C'était super cool de pouvoir échanger avec toi sur Recept. Je pense qu'on mettra tes coordonnées pour que tous les chirurgiens dentistes qui veulent tester, qui veulent adhérer, qui veulent éventuellement investir puissent vous contacter directement. Et puis, on se dit à très vite. À très vite, Charles. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Je suis vraiment impatient de savoir ce que vous avez pensé de cet échange. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez la possibilité de devenir acteur de la dentisterie de demain. Pour ça, il suffit de nous écrire à l'adresse capsule@oralcap.com. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux.